Écrire, c'est structurer la pensée. C'est raconter, transmettre, convaincre, rêver. Mais aussi coder, soigner, éditer, enseigner. Car l'écriture est partout, elle façonne notre monde. Bienvenue dans le podcast Euphonie. Nous y explorons l'écriture sous toutes ses formes. De la typographie au copywriting, du journal intime au code informatique, nous décortiquons ensemble les disciplines qui reposent sur l'art des mots. Métiers éditoriaux, procédés créatifs, enjeux techniques. Des disciplines qui, a priori, n'ont rien en commun. Prêt et prête à plonger dans les coulisses de l'écriture ? Bienvenue dans le podcast Euphonie Studio d'Assonance. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Amélie Mérès qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour Amélie. Tu es donc freelance en communication et plus précisément en rédaction web. C'est ça, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, on t'a proposé de rejoindre le podcast, cet épisode-là, parce que nous traitons du sujet un petit peu taquin de présenter, d'expliquer à ses proches son métier. Pourquoi cela ? Parce que on est en permanence obligé d'expliquer ce que nous faisons à notre entourage quand on nous demande que fais-tu dans la vie, hein ? Et dans les agences de communication justement numériques en particulier éditoriales, on a besoin de donner des exemples concrets et puis d'expliquer pourquoi on le fait, dans quel objectif. Et le métier de rédacteur web justement en l'occurrence, c'est un des gros savoir-faire d'Assonance et qui est particulièrement concerné par ce problème. Moi, ça m'est arrivé donc à de multiples reprises. Et quand est venue la question d'inviter quelqu'un, on s'est dit autant inviter quelqu'un qui est concerné aussi par ça, qui travaille à nos côtés et qui peut nous partager son point de vue. Parce que ça, moi de mon côté, on m'a souvent demandé, tu es derrière ton téléphone, tu tapotes ou tu vas sur ton clavier, t'écris des trucs sur Internet, mais bon, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu es journaliste ? Est-ce que tu bosses pour le cinéma ? Est-ce que tu travailles pour la presse ? Et voilà, donc c'est tout aussi flou que précis pour nous, en fait, dans l'explication. C'est vrai. Voilà. C'est les joies de travailler dans le digital. Exactement. Le digital aussi, c'est vrai que c'est un gros mot, parce que à la fois, ça peut concerner l'innovation, la recherche, l'ingénierie, mais ça peut aussi être la production de contenu. Donc voilà, si vous avez déjà entendu l'un de vos proches qui vous a demandé, mais au fait, tu fais quoi exactement dans la vie ? Vous êtes au bon endroit parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Comment essayer d'expliquer ça au mieux ? Ça, l'art est la manière vraiment de pouvoir faire comprendre ce qu'on fait sans utiliser des mots aussi de langage compliqué. Oui, c'est vrai que c'est comme dans tous les métiers, on a des termes qu'on utilise et les gens comprennent rien comme... C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on parle de vulgarisation. En fait, vulgarisation, c'est ça. C'est essayer de simplifier des terminologies que les gens ne vont pas comprendre. Dans tous les métiers, d'ailleurs, il y a ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille dans le médical va employer des termes que nous, on ne connaîtra pas forcément et on ne saura pas exactement de quoi il s'agit. Dans la communication web, c'est pareil. Et justement, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de débattre à ce sujet-là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Amélie ? Oui. Alors, moi, je travaille principalement dans le digital. Bon, ça fait un peu plus de 5 ans que je travaille dans le digital, beaucoup dans la communication, donc tout aussi vaste que la rédaction, en fait. Parce que la rédaction, je considère que ça en fait partie intégrante. Et du coup, c'est vrai qu'avec Assonance, je fais beaucoup de rédaction web avec vous à vos côtés. Donc, j'ai cette chance de pouvoir voir une panoplie d'entreprises et de travailler pour des projets très différents. Donc, c'est très cool. M'a expliqué, c'est très compliqué. Oui. Et parce qu'on fait trop de choses. Et du coup, quand toi, là, si tu devais parler à quelqu'un qui te comprend, tu dirais, je suis freelance en communication. C'est ça, ce qui paraît beaucoup plus logique quand on est dans le secteur. Et déjà, quand on est dans le digital, comme un développeur web va dire je suis développeur, ok, oui, nous on comprend en fait, parce qu'on voit l'arrière du décor, l'envers du décor. Alors que quand on parle, que ce soit les parents, même moi, mon conjoint, il travaille pas du tout dans le digital, donc il ne comprend toujours pas ce que je fais. Il vit au quotidien avec moi. Et il vit au quotidien avec moi. Savoir un petit peu. C'est ça, et en fait, j'essaye de lui montrer ce que je fais plus que de lui expliquer, parce que sinon, c'est très compliqué. Et puis, c'est vrai qu'on travaille sur des champs d'expertise tellement différents.
Bon, là, pour la communication, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est réseaux sociaux, partenariats. Genre, pourquoi des partenariats ils ne comprennent pas, mais... On n'est pas seul derrière notre C'est ça. Et en fait, il y a une panoplie de métiers, et même dans la rédaction elle-même, comprendre que c'est pas juste écrire des choses, c'est qu'il y a tout un travail en amont et après la rédaction, et faire comprendre ça aux gens, c'est compliqué. Donc, pour résumer, moi, j'essaye de dire que pour la rédaction, en fait, j'essaye de faire passer les messages des entreprises et de les faire vivre à travers des mots. Et c'est vrai que c'est pas juste vendre des choses ou de la publicité. Voilà, ou de la pub. C'est vraiment apporter ma touche pour que l'âme des entreprises, elle rayonne un peu plus. Parce que c'est vrai que on parle, mais en fait, on doit totalement s'effacer. C'est-à-dire, on parle à la place des entreprises, et c'est super difficile, et c'est ce que les gens comprennent pas. C'est pas juste j'arrive, je suis Amélie, je fais ça. En plus, bien souvent, personne ne sait jamais qu'on a fait une page. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas notre nom dessus, les pages de vente, les gens... plus avec l'IA, maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais ? C'est encore plus impersonnel, mais c'est vrai que c'est ce qui nous différencie aussi des écrivains, des auteurs, parce que du coup, souvent, quand on parle de rédaction, moi, je sais pas si de ton côté ça t'est arrivé, mais des personnes qui demandent si on écrit des livres, on écrit des récits. Pas du tout le même travail. C'est du tout pareil. Et effectivement, il y a ce côté-là de ne pas être cité forcément. On n'est pas, voilà, on écrit pour des sites internet, pour des marques, des blogs, et on ne parle pas de nous, quoi. On n'est pas en train d'écrire, de choisir un sujet qu'on a décidé forcément de traiter. Alors, on traite à notre façon, mais voilà. Et pour en revenir un petit peu à ton parcours, donc aujourd'hui, voilà, tu es rédactrice, créatrice de contenu. Qu'est-ce qui t'a mené jusque-là ? Qu'est-ce que tu as fait auparavant ? Alors moi, en fait, j'ai un master en communication et marketing, et à la fin de mes études, en fait, j'étais dans un coworking où il y avait Assonance, justement, et on s'est connus comme ça. Et à la fin de mes études, j'ai lancé mon entreprise, et j'ai travaillé beaucoup avec Sipaï, qui est la fondatrice d'Assonance. Et ça s'est très bien passé. En fait, elle m'a appris un peu tout le côté SEO que moi, je n'avais pas du tout dans mes études. Donc, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Et c'était, je pense, super formateur de commencer dans un job où je travaille pas pour une entreprise, mais pour plein de projets. Il faut tellement s'adapter. Ça a été super formateur à ce niveau-là. Je m'en sers maintenant régulièrement. C'est vrai qu'il faut être... tout de suite prêt à écrire pour les autres et tout. Et du coup, voilà. Et après, j'ai fait 5 ans en communication digitale. Donc, j'en faisais un peu à côté. Et toujours avec ce côté très rédaction qui est resté, tout le temps. Parce que peu importe l'entreprise où j'étais, je mettais un point d'honneur à vraiment faire même des pages de vente très carrées, très optimisées. Pour avoir une bonne méthodologie de travail. C'est ça, tout à fait. Ok, donc avant de travailler sur ces typologies de marques, tu travaillais pour un secteur d'activité particulier ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, en tant que salarié, j'ai beaucoup travaillé dans des boîtes qui avaient des clients, des entrepreneurs. Ok. En fait, des indés. Donc, je me suis retrouvée un peu là-dedans. Ouais, un melting pot d'activité. C'est ça. De domaine. Et en fait, c'est une cible très, très étrange, parce qu'en fait, c'est des entrepreneurs, c'est pas des entreprises, on leur parle presque comme des particuliers. Ouais. Et c'est très, voilà, en fait, j'ai toujours eu cette chose de communiquer. En plus, il y avait souvent 2-3 cibles en même temps. On marchait un peu sur des œufs. Ouais, il fallait que tu fasses une recherche avant. Ah oui, tout ce qui est persona, en fait, il fallait vraiment savoir à qui on s'adressait et pouvoir s'adresser à toutes les cibles à la fois avec un même message. Et ça, c'est super compliqué. Ouais, c'est un peu le même, mine de rien, c'est un peu le même challenge qu'il y a quand on écrit un contenu. Parce qu'il faut que ça puisse être... Que ce soit universel, mais que ça touche une cible, quoi. C'est très, très particulier. Et c'est vrai que c'est, comme tu dis, la différence avec quand on fait un roman. En fait, un roman, je pense qu'on l'écrit pas pour une cible. On l'écrit pour soi. Et après, on touche des gens. Ouais. Là, on veut toucher des gens et il faut l'écrire pour toucher ces gens-là et pas pour soi. C'est ça, il faut oublier ses propres intentions. Et en même temps, justement, je trouve que c'est d'autant plus... il y a quand même une part de créativité dedans. Et c'est ça qui reste génial. C'est qu'on peut...
c'est une belle façon de présenter le travail, mais il y a une part de potentiel, en fait, qu'on doit rechercher, doit creuser pour pouvoir avoir un contenu qui va être voilà, le plus compréhensible possible et sans avoir à mettre trop notre patte personnelle, quoi. C'est ça. Et moi, je trouve... Le truc qui est génial, c'est que j'adore apprendre. Et c'est un métier où on apprend tout le temps. Parce que on parle de sujets qu'on ne connaît pas. En fait, on arrive, voilà l'entreprise, voilà le sujet. Ça peut être du bricolage, du cosmétique, peu importe. Ça peut être une agence de voyage et des choses qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai appris tellement de choses en créant des contenus. Je trouve ça incroyable. Et je trouve aussi, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard tout à l'heure, mais ce sujet-là, justement, de travailler sur des contenus qui ne sont pas des sujets qu'on maîtrise forcément de base, ça fait partie aussi des gros du travail de rédaction. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des réactions surprenantes quand tu expliques ton métier, que ce soit dans ta famille, tes proches, tes amis? Alors, des réactions surprenantes, moi, en fait, c'était plutôt presque un reproche. En fait, c'est les gens qui comprennent pas ce qu'on fait. C'était un peu... En fait, c'est le truc tabou du marketing. Ok. Au sens large. Ouais. Et en gros, c'est oui, en fait, tu vends des choses dont les gens n'ont pas besoin. D'accord. Essaye de vendre des trucs. Donc là, c'est plus un préjugé sur voilà, en général. Et du coup, ou alors j'ai eu aussi, oui, c'est un peu communiquer, tout le monde peut le faire. Le dire, tu sais bien écrire, c'est bon, quoi. Ouais, ok. Ouais, il y a un peu plus que ça. Mais... Et encore, savoir bien écrire, c'est quoi? Voilà, c'est très subjectif. Voilà, subjectif et flou. Et puis c'est aujourd'hui de plus en plus difficile. Dans ce que je vois, j'ai pu voir des textes de lycéens ou des textes de la fac où je vois quand même qu'il y a des façons de rédiger qui sont complètement différentes aussi de ce qu'on fait aujourd'hui dans une commande de client. Voilà, on voit qu'il y a quand même du travail, en fait. Oui, c'est pas du tout les mêmes enjeux en plus et les mêmes attentes. Et c'est vrai qu'en plus maintenant, avec tous les outils qu'il y a, est-ce que juste pas faire de fautes d'orthographe, ça fait que tu peux être rédacteur? Ouais. Parce que sinon, tu fous ça dans un outil qui te trouve tes fautes et puis voilà, tu as retiré au moins 90% des fautes d'orthographe. Ok. C'est pas... Donc, autour de toi, on a un peu jugé le fait de se dire que écrire est un métier, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Oui, moi aussi, je peux le faire. J'écris à l'administration, j'écris une lettre aux impôts, c'est bon. Tu peux réparer un cœur aussi sur une Bien sûr. table de vente. Ouais. C'est un métier. Et est-ce qu'il y a une idée reçue? L'idée reçue qui t'agace particulièrement sur ton travail, ce serait ça, finalement? Ouais, c'est que c'est facile. En fait, c'est ce côté facilité. Et je pense que c'est vraiment de beaucoup de métiers dans le digital. C'est-à-dire que c'est tellement peu tangible que les gens ne se rendent pas compte. Ils voient le résultat, mais ils ne voient pas le travail qu'il y a derrière. Alors, j'ai été particulièrement touchée, moi, par ça, parce que, en fait, avant d'arriver chez Assonance, j'étais ce qu'on appelle plus ou moins toujours community manager, donc social media manager aujourd'hui, ce qui est de travailler, en fait, sur une stratégie de communication digitale sur les réseaux sociaux, le site internet, toutes les plateformes qui sont autour d'un projet. Eh bien, moi, on me disait, voilà, t'es sur ton téléphone et en fait, tu tweets. On dit plus trop aujourd'hui, mais tu X, comment on dit aujourd'hui? Ça, tu fais une publication, mais ça, tout le monde le fait. Tu fais des stories, tout le monde le fait. T'es toute la journée sur Facebook, voilà, tous ces trucs-là. Et je pense que c'est encore et toujours, même si ça tend à devenir, à se professionnaliser, entre guillemets, à être compris comme profession, je pense qu'il y a encore plein de gens qui pensent que voilà, les réseaux sociaux, c'est un jeu, en fait. Mais t'es Micheline, t'as ta page Facebook, t'as ton compte Facebook et tu mets des trucs tous les 4 matins. C'est ça. Mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi, je veux dire, en étant dans la communication, je ne mets rien sur les réseaux sociaux. J'adore parler pour les marques, mais pas du tout pour moi. Parce que je pense qu'on se rend tellement compte de ce qui se passe dans cet univers-là que moi, je m'en protège un maximum. Et je trouve que c'est d'autant plus sain, en fait, de faire la part des choses comme ça, parce que je pense que quand on commence à... C'est bien aussi, hein, c'est un parti pris, de vouloir se montrer aussi à 100% sur les réseaux. Ça veut dire qu'en fait, on gère plusieurs communautés à la fois, la sienne, celle des marques, et du coup, on peut aussi très vite se retrouver à faire un burn-out et ne plus avoir de temps aussi concret pour soi, parce qu'on vit à travers les écrans, et ça peut être un challenge aussi
de gérer sa propre communauté, même si c'est bien aussi dans la communication de gérer sa notoriété. Hein, oui, après, moi, plutôt sur LinkedIn, par exemple, qui est plus professionnel. Par exemple, sur Facebook, Instagram, je suis inexistante quasiment. Oui, et puis LinkedIn, c'est aussi encore différent parce que c'est encore un canal où justement, ça n'empiète pas trop sur la vie privée, quoi. Oui. On reste sur présenter son métier, sa profession. On essaye. Et c'est ça, on reste sur de la rédaction et du copywriting. Clairement, on est un peu là-dedans, dans du branding, qu'on n'est pas du tout sur les réseaux sociaux un peu plus personnels, quoi. Oui, c'est ça. Et LinkedIn est aussi encore un réseau qui permet aussi de trouver des missions, hein, mine de rien. C'est vrai. Voilà, hein, c'était l'origine du projet de base. Même s'il y a plein d'influenceurs maintenant partout. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça se transforme, LinkedIn. Ça se transforme et aujourd'hui, on considère que c'est un réseau social où on peut partager des photos de vacances aussi. Oui. Corporate tout de même, si on... Voilà. Mais en tout cas, ça va être le conseil qu'on va donner à des marques. Ne pas non plus trop... oui, je pense que c'est garder en fait, sa façon de parler. Et bon, après, ça reste aussi, c'est vrai, dans la rédaction, c'est que bon, quand on travaille avec une marque, on essaye de garder leur façon de parler. Leur identité. Voilà, leur identité, on s'adapte à eux. Et faut aussi, dans la communication, l'enjeu maintenant, c'est OK, on est sur les réseaux sociaux, on essaye d'être un peu plus proche des gens. Ouais. Mais il y a des marques leur branding fait qu'il ne faut pas. Ouais. Et des fois, de se dire, mais si, il faut absolument une communauté être proche. Non, ton branding est fait pour que tu ne sois pas comme ça. Tutoyer les gens, tout le monde ne peut pas le faire en étant une marque. C'est vrai. Et c'est un peu les enjeux. Et c'est là oui, c'est professionnel. Alors, Jean-Charles, demain, il va dire, oh, non, moi, je veux faire comme ça. Oui, mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles, non, il ne faut pas le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi beaucoup de... pas de préjugés, mais de penser que finalement, être sur les réseaux sociaux comme tout le monde le fait, on va le faire. Tout le monde fait comme ça, on va faire comme ça aussi. C'est ça. En pensant que c'est un canal qui est utilisé de la même façon pour tout le monde, ce qui n'est pas le cas en fait. Ça reste, mine de rien, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent les réseaux sociaux comme des sites internet. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire des recherches via les réseaux, ils vont du coup se renseigner sur une marque, sur un produit via Instagram. Donc, du coup, on est sur une vitrine quand même assez sérieuse pour les marques. Bon, après, tout dépend aussi de la stratégie derrière. C'est quelque chose d'un peu fun, décalé ou pas. Mais en tout cas, ça mérite d'être réfléchi et c'est pas... Mais ça a changé, je trouve, quand même, ces dernières années. Oui. Mais après, c'est sûr qu'il ne faut pas se dire non, sur un coup de tête, je fais ça pour faire ça, on teste et puis voilà. Ouais. Et il n'y a rien de pire que de tester quelque chose. Parce que tant qu'on ne le fait pas, il n'y a pas de négatif qui arrive. Mais quand on le fait et qu'on se plante totalement, c'est dur de s'en remettre. Ouais. Déjà pour son ego. Ouais. Et ça peut avoir des conséquences sur son business. Il y a des archives. Il faut réfléchir. Ouais. Il y a tout qui a été publié. Une fois que c'est publié, voilà. Faire machine arrière, c'est encore autre chose. Il faut réinventer tout l'historique. Et puis... et voilà. Et après, dans l'éditorial aussi, ça joue, quoi. Parce que... Tout à fait. Parce qu'écrire un article sur un site qui a partagé des choses aussi sur les réseaux sociaux, il faut que tout soit un petit peu lisse et, en tout cas, cohérent, quoi. Et qu'est-ce que tu penses qui est... Donc, du coup, finalement, ça revient un petit peu à ce qu'on disait, mais... Donc, ce qui t'agace, c'est que les gens pensent que c'est facile, que c'est pas forcément professionnel. Et selon toi, quelles sont les choses un petit peu invisibles ou sous-estimées dans le métier de rédacteur ou de créateur de contenu que le public ne soupçonne pas? Alors, déjà, c'est tout ce qui est recherche. Ouais. Parce que un contenu... Alors, OK, à écrire, c'est pas le plus long. Ouais. Même si déjà, c'est long. Quand les bases sont bien, voilà, ça va. Donc, du coup, c'est pas le plus long, c'est tout ce qui est recherche quand on connaît pas le secteur. Et il faut pas se dire que connaître le secteur fait qu'on va plus vite à écrire, parce que si on connaît le secteur, qu'on n'est pas rédacteur, ça marche pas non plus. En fait, c'est deux métiers. On peut être un très bon maçon, c'est pas pour ça qu'on fera un article sur faire une maison au top. Et par contre, voilà, ça demande beaucoup de recherche, de vérifier ses sources et tout, ce que beaucoup ne font pas assez, je trouve. Non. C'est vrai, j'ai vu ça sur un blog, c'est bon. Ouais, et puis aujourd'hui, c'est d'autant plus important d'avoir des sources. Il y en a partout. Ça, les sources sont innombrables. Et donc, c'est ça le plus gros du travail, et je suis d'accord avec toi. Et donc, ça, c'est énorme.
Et après, moi, en fait, quand je commence une mission, parce que bien souvent, on a des missions avec plusieurs contenus, en fait, je fais toujours je vais voir le site et j'essaye de m'imprégner un peu de comment il parle, quels sont, du ton, des mots de vocabulaire, qu'est-ce qui revient souvent, pour essayer de me l'approprier au mieux. Et en fait, parce qu'après, on a beau dire, on fait ça pour l'argent quand même, le temps, c'est de l'argent. Et plus on est efficace dès le début, moins il y a de retour, plus on gagne aussi, plus la marque gagne aussi, parce que ça fait toujours bonne impression quand il n'y a pas 15 retours à faire. Ouais, c'est vrai, ça revient de temps. Mais oui, hein. Donc en fait, c'est ça, je préfère, entre guillemets, perdre du temps pour en gagner ensuite. Et donc vérifier toutes les sources. Et bien souvent, moi, j'ai un document Google, où je vais chercher des études, des machins, et je mets tous les liens. Comme ça me permet de revérifier mes infos. Et je mets des citations, des machins, et ça fait gagner un temps terrible après, parce qu'en fait, on a déjà tout sous la main. On peut mettre des choses par-ci, par-là. Après, quand des fois, on travaille avec déjà des briefs. Et je trouve ça très étrange, parce que des fois, ça fait perdre plus de temps que ça fait en gagner. Oui, parce que tu pars par quelque chose qui a déjà été édité par quelqu'un, donc il y a déjà un prisme de point de vue que toi, tu n'as pas quand tu connais pas l'activité en particulier. Et oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je préfère presque des fois partir de zéro. Et en fait, et c'est là qu'on a tout ce côté créatif, où parce que de toute façon, moi, bien souvent, les briefs, il faut les changer un peu, parce qu'il y a des redondances. Alors, parce que sur le papier, c'est très bien un plan. Mais en vrai, quand on rédige, qu'on dit 3 fois la même chose, normalement, c'est lourd. Donc voilà, ça prend du temps. Du coup, ça prend plus de temps quand il y a déjà une base que quand il n'y en a pas, de mon point de vue. Après, il y a un gros travail d'écriture, de trouver des synonymes, des bonnes tournures. Des fois, il y a des moments où on ne trouve pas nos mots. Et c'est terrible. Le syndrome de la page blanche, qui est le même chez les auteurs et les écrivains. Oui. Et moi, ça m'arrive des fois, je dis, je veux dire cette idée-là. Je ne sais plus ce que je dois dire. Donc, je vais dans le synonyme Internet. Heureusement qu'il y a tout ça. C'est vrai que ça aide vachement. Et du coup, après, vérifier toutes les infos. Parce que des fois, on met des choses ou dans les briefs, on a des choses. Moi, je vérifie toujours parce qu'on ne sait jamais. Je préfère vérifier moi. Même si on me dit c'est ça, non, je préfère vérifier. Oui, et il n'y a jamais une source totalement parfaite sur certaines données. Et après, beaucoup du travail, ça va être tout ce qui est référencement. Donc, mettre dans les outils. Je sais que nous, on utilise beaucoup Your Textbook. C'est génial. Par contre, ça demande du temps quand même entre le premier jet qu'on fait. Même si avec l'expérience, en fait, maintenant, on met les mots-clés. On le fait naturellement. Et je me rends compte que de plus en plus... les textes, j'ai de moins en moins à les modifier, à part, sur certains, il y a des sujets où c'est plus compliqué que d'autres, mais il y a de moins en moins besoin de les modifier pour qu'ils soient optimisés. Et c'est là qu'on sent qu'on grandit. Et qu'il y a une expérience qui a été acquise. C'est ça. Et comme toi, j'ai aussi ce côté-là, recherche de synonymes, et on a un outil qui s'appelle Antidote, qui est quand même hyper performant et qui permet en fait à la fois d'avoir des synonymes et aussi des expressions de la langue qui nous permet parfois d'essayer de sortir un petit peu du plan-plan habituel, parce que c'est ça aussi, mine de rien, il faut être un petit peu créatif dans le langage et pas tout le temps dire les mêmes phrases. Quand on a 30 PLP à écrire sur un sujet quasiment similaire, les sujets sont quasiment similaires. Parfois, on a presque l'impression de se répéter, mais 1000 fois, quoi. Et je suis d'accord, ce côté-là, c'est d'avoir des petits documents à côté, des citations, des contenus, des sources aussi variées. Je me reconnais un petit peu dans ton... Je pense qu'on a un peu les mêmes expériences. En fait, on a des galères en commun. Parce qu'à force d'en faire, c'est comme... quand je vais rédiger un contenu, j'ai une phase de brouillon, où bien souvent je fais 3, 4, 5 brouillons, en fait. Et c'est ma phase où c'est un peu plus... en fait, je vais moins réfléchir, c'est comme ça, c'est ça. Et après, je vais avoir toute la phase rédaction, donc je vais les faire une par une, où je vérifie l'orthographe. Parce que c'est vrai qu'en fait, on est bon, mais il y a toujours des choses, un oubli, une coquille, un truc. Moi, je vérifie toujours... Et dès que je réoptimise, il y a toujours une phase où je relis et je revérifie que tout aille bien.
Et donc ça, et même des fois, quand on part d'une base déjà prête sur un site qu'il faut réalimenter un peu, on se rend compte que faut changer la base. Ah oui, oui, oui. Et C'est que pas de fou écrit, qu'il y a des fautes, c'est un peu moi, je sais compliqué. que le gros du travail, souvent, c'est que quand je vais m'apprêter à rédiger, c'est vraiment le plan qui est clé. C'est-à-dire que si mon plan, il y a une coquille quelque part, il y a tout C'est qui terrible, peut... oui. Ouais, le sujet, à la fin, n'est pas... En fait, on a une requête de base. On veut que, justement, notre texte réponde à la requête. Si on se rend compte à la fin qu'on a fait un article, on est super fiers de nous, qu'en fait, ça ne répond pas à la requête. On est un peu dans l'embarras de se dire qu'on a écrit un texte pour rien. Et là, ça peut demander aussi un travail de réécriture, Et c'est plus dur. Moi, je trouve que la réécriture, c'est terrible. C'est chronophage. Et en fait, quand on part de zéro, on est attaché à rien. On part comme on veut. Alors que quand on a une page de base, se rechanger, c'est plus compliqué parce qu'on veut pas trop changer. Des fois, il vaut mieux tout effacer et reprendre, quoi. D'ailleurs, ce que peu de gens, enfin, des gens qui travaillent pas dans ce métier-là, savent peut-être pas aussi qu'il y a un travail de réoptimisation aussi des fois. Donc, des textes qui sont déjà publiés en ligne, par exemple, et qui doivent être réoptimisés, revalorisés en quelque sorte. Et donc, du coup, là, comme tu disais, on part de quelque chose qui est déjà écrit et qu'il faut, il faut essayer de trouver les points forts, les points faibles du texte avec tous les outils qui existent. Mais ça demande le plus gros outil, il est là-dedans, celui qui travaille le plus. Ouais, et je trouve aussi que parfois, c'est beaucoup plus un défi d'optimiser un texte que d'en écrire un de A à Z. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est plus dur, c'est plus long. Parce que c'est vrai que, en fait, des fois, on n'ose pas tout changer. Et on se dit, il y a quand même quelqu'un qui a mis un peu de son âme. Il y a de la matière grise derrière. Mais bon, des fois, on se demande si c'était leur métier. Hein. Ouais, c'est ça, en fait. Hein, c'est essayer de quand même pouvoir sortir quelque chose de meilleur après, quoi. C'est ça. C'est se challenger un texte. Et tu parlais de la entre guillemets, du syndrome de la page blanche, comme je répète ça, parce que je sais pas comment l'expliquer autrement. Comment tu t'en sors quand tu es dans ce cas de figure-là, que tu te perds Est-ce que tu vas sur un autre sujet Est-ce que tu essaies de relire d'autres choses Alors, moi, j'aime bien travailler sur plusieurs sujets en même temps, parce que des fois, on en a marre de faire les mêmes trucs. Ouais. Et qu'en fait, moi, j'ai l'impression de tourner en rond, et mon cerveau ne pense plus qu'à ça et ne pense plus. Ouais. Et donc, pas forcément efficace. C'est ça. Donc, en fait, quand c'est comme ça, je fais totalement autre chose. Et voilà. Après, j'avoue que l'IA, maintenant... Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est un gros sujet. Et moi, je le prends comme un outil. Parce que moi, je suis partisane de la version gratuite. Ouais. C'est-à-dire que ça me fait un truc pourrave. Mais au moins, je rechange tout. Oui, et ça te piste, ça te lance dans quelque chose. Et il me dit, tiens, fais ça. Mais non, c'est débile, je vais faire ça. Mais au moins, en fait, c'est prendre des idées pour rebondir dessus et faire autre chose. Et il y a un autre point positif aussi à la version gratuite, hein, c'est qu'en fait, on est limité aussi à un usage modéré, par jour. C'est-à-dire que voilà, on se limite et on se dit, bon, ok, là, j'ai assez utilisé l'outil, j'ai pris ce que j'avais à apprendre. Donc, on se conditionne aussi, quelque part, à utiliser... peu mais bien, c'est ça. L'outil. Donc prendre des bons prompts et essayer de limiter son utilisation. C'est ça, et c'est vrai que moi je le vois vraiment comme un outil qui permet de nous soulager déjà du temps, parce que par exemple, moi je m'en sers pour trouver des sources, des choses comme ça, c'est vachement intéressant, ou quand j'ai plein d'informations, en fait il me fait un récap et ça permet de restructurer bien, ça fait gagner un temps énorme quand même. Mais après, pour la rédaction, entre ce que lui propose et le truc final, c'est impossible de s'y tenir. Clairement, et on se rend compte très bien, en fait, quand on voit les productions qui sont entièrement faites par GPT, sans vouloir citer de site. Parfois, je trouve que ça a ni queue ni tête, mais même que ça a été... écrit par un enfant qui répète 1000 fois la même chose et on se dit bon... C'est vrai. Et on perd encore une fois la plus de temps à tout réécrire, quelque chose qui a été écrit pour nous aider. Donc comme toi, je pense que de toute façon c'est aujourd'hui utilisé comme un outil pour accompagner la rédaction. Et vraiment c'est génial quand on trouve pas de point de départ. Et c'est pour ça que vraiment prendre le gratuit qui est pas fou, ça permet de pas se reposer dessus. Ouais.
Parce que je pense que des fois, au bout d'un moment, quand c'est trop qualitatif, on se rend pas compte que non, on n'aurait pas écrit ça. Ouais. Et du coup, et c'est pour ça que maintenant aussi, c'est super important. Je sais que dans les phases de vérification, moi, je vérifie que ce soit pas, en fait, qu'il n'y ait pas de duplicate. Donc, en gros, que ce soit pas, qu'il n'y ait pas trop de redondance par rapport à d'autres sites. Parce que ça arrive, des fois. Et On a des sources et... Notamment avec l'IA. Hein. Oui, voilà. L'IA va essayer de chercher... voilà, pour la plupart des gens qui vont nous écouter, ils savent aussi que l'algorithme va chercher les informations donc sur différents sites et va reformuler, mais sur la base de phrases parfois juste similaires, en fait. Donc, voilà, si on veut correspondre à un contenu quand même assez qualitatif requis par Google, il faut éviter aussi d'avoir des phrases en duplicate. Et je reviens un petit peu là sur notre sujet d'expliquer ce qu'on fait, même si tu le fais très bien depuis tout à l'heure. À ton avis, si tu devais expliquer pourquoi c'est si difficile d'expliquer la nature même de ce métier-là, de l'acteur, ce serait quoi Moi, je pense vraiment que c'est parce qu'il n'y a pas de produit tangible derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas un menuisier qui fait une table. Ouais. En fait, on n'a pas ce truc de toucher. Et des gens, dès que c'est... déjà, sur Internet, on ne voit pas la valeur qu'on produit. Alors, des gens du mal. Il y a des outils qui permettent des données... de voir, on a publié ça, il y a eu tant de visibilité. C'est ça, mais pour les gens, ils l'auraient fait faire par l'intelligence artificielle ou par quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine, ce serait pareil, ils ne voient pas. Et c'est propre... en fait, par exemple, un développeur web, il va faire un site. On voit, tu cliques sur un bouton, ça fonctionne, il a fait son job. Ouais. Tu cliques sur un bouton, ça ne fonctionne pas, tu vois qu'il n'a pas fait son job. Ouais, c'est un produit. Nous, t'as un texte, mais il n'y aurait pas de texte, ça ferait quoi ? Et vu qu'en plus, dans tout ce qui est rédaction optimisée, c'est pas tout de suite. Le résultat, il n'est pas instantané, ça prend du temps. Donc, ce que je pense à dire maintenant quand on me demande, hein, c'est... je vais directement à ce que tu dis, justement, à donner le résultat des courses. C'est-à-dire, j'essaye de faire en sorte qu'un article ou un site soit... mieux positionné sur... Alors, je dis pas forcément référencement, parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir ce que c'est. Donc, je veux dire, quand tu recherches sur le moteur de recherche une information, je fais en sorte que ton site apparaisse dans les autres. Et donc, ça, c'est tout simple. Mais en vrai, je pense que c'est peut-être un peu plus simple encore que certains métiers de la communication, où là, pour le coup, c'est encore plus difficile de donner des résultats. C'est tellement large. C'est comme... Tu vas faire du copywriting, tu vas faire des pubs sur Google. Déjà, les gens ne savent même pas que le premier résultat, c'est des pubs sur Google. C'est ça. C'est que... Il y avait eu... il y a toujours des choses comme ça. Dire, à un moment, tu cherchais vignette critère. Le premier résultat, ce n'était pas site du gouvernement, c'était une arnaque. Ouais. Et les gens ne se disent pas que c'est possible. Est-ce que vignette critère, c'est bon. Non. Quelqu'un, pour un certain moment, l'URSSAF... moi, quand j'ai créé j'ai aussi un compte, je suis aussi freelance à côté et j'ai créé mon micro-entreprise et je suis allée sur le mauvais site internet comme oui. Voilà, et qui était un site qui communiquait sur comment devenir entrepreneur. Et j'étais encore un peu jeune à ce moment-là, un peu jeune dans la connaissance du métier. Et j'étais surprise. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que l'URSSAF, je n'étais quand même pas en top one. Non, mais des fois, c'est terrible. Je me dis, mais pourquoi ? Et c'est vrai que ça a un gros poids, en fait, hein, le travail de référencement, ce qui n'est pas compréhensible par tout le monde. Et donc c'est ça. Les gens ont du mal à percevoir le produit résultant du travail. C'est ça. Et toi, tu es aussi traductrice, si je me trompe pas ? Non, très peu. Avant, j'en faisais un petit peu, mais j'ai arrêté de parler anglais. Et ça se perd. C'est la fatigue importante. C'est vrai, et j'étais très bonne en anglais, et je me débrouille toujours, mais pas à un niveau professionnel. Voilà. Parce que savoir un métier traducteur. Absolument. Et c'est surtout que ça en fait partie, par exemple, de dire, les gens vont dire oui, mais c'est bon, tu parles bien anglais, tu peux le faire. Non, en fait, il faut la connaissance aussi de tout ce qui est mentalité.
Maintenant, tu fais un texte, La culture. le même sujet sur un site en Angleterre qu'aux États-Unis, mais tu le prendras pas du tout de la même façon. C'est pas les mêmes enjeux culturels. C'est les mêmes Des gens, personnes ça- qui vont traduire leur texte sur Google Translate. Voilà. Ils vont penser que tout le monde... Ça fait beaucoup de progrès, Google Translate. Hein. Ouais. Mais franchement, voilà. Après, il n'y a pas tout ce... Si, tu fais un mail, quoi. Bah, si tu veux traduire comment commander son café dans un café, Voilà. Google Translation. Ok, après, si tu Pour dire... ouais, here, your tips au lieu de your tits, ok. Pareil. Mais c'est arrivé à mon frère. Hein. Il est passé par Google Translation. Non, on était en voyage et mon frère parle très peu anglais. Donc, je suis à peu près la seule à parler anglais dans la famille. Et on était au McDo et je ne sais pas pourquoi il a voulu donner un pourboire à une dame et au lieu de dire tips, il disait tits. Ouais, et puis Et là, je suis une femme. la tête elle s'est décomposée à chercher de l'aide. Et à un moment, moi, j'étais morte de rire et je lui ai dit non, tips. Elle m'a dit ah. Donc comme quoi, c'est pas pour tout le monde. Non, voilà. Après, et pour le coup, ça, je trouve que encore quand on dit traducteur, les gens comprennent plus facilement que rédacteur. Enfin, on voit Oui, qu'il y a- parce qu'en fait, tout le monde... Bon, déjà, tout le monde ne sait pas écrire français, hein, on va pas se mentir. Traducteur de français à français. Des fois, faudrait. Mais en fait, les gens, surtout en France, on est tellement mauvais en langue qu'on voit ça comme tu parles anglais, waouh, c'est génial. Alors que écrire français, on se dit oui, en même temps, t'apprends ça à l'école. Oui. Regardez les enfants qui arrivent en 6e, ceux qui savent lire et écrire. Hein. C'est pas ça. Mais ouais, complètement, c'est... Oh, pardon. Et donc, complètement, c'est... Et c'est difficile, c'est parce qu'on croit que c'est un acquis, la langue française, pas du tout, quoi. Non. Déjà, ça va, SA, voilà. Et c'est devenu presque... Bah, mine de rien, aujourd'hui, il y a des influenceurs qui gagnent leur vie avec les réseaux sociaux et qui font énormément de fautes. C'est devenu presque accordé et conventionnel de faire des fautes d'orthographe. Il y a des requêtes SEO où, intentionnellement, il faut faire la faute pour être bien référencé. Ouais. Voilà. Et moi, je suis psychorigide sur ça, ça me fait mal. Ça devient un cercle infernal à l'heure à laquelle on nous demande quand même, en tant que rédacteur, d'être irréprochable en termes d'orthographe. Voilà. Non, mais c'est le serpent qui se mange la queue. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on ne peut pas juste dire oui, tu sais écrire français, tout va bien, quoi. Oui, non. C'est bien plus que ça. C'est ça. Et donc, ouais, je pense que ça a matière à quand même... je pense qu'on devrait dire aux gens qui nous entourent, quand on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne fais pas de faute. Peut-être sympa au moins pour qu'ils critiquent. Mais du coup, moi, souvent mes grands-parents, surtout ma grand-mère elle est pas très forte en français. Bon, voilà, en fait, c'est juste la conjugaison des fois. Mais les générations d'avant sont quand même meilleures que nous. Oui. Et elle est toujours là, tu peux me relire, s'il te plaît? Comme si j'avais la science infuse sur tout. Mais non, des fois, je suis obligée de m'aider aussi parce qu'il y a des mots, en fait, par habitude, où on fait des fautes. Mais parmi S, pas de S, combien de fois j'ai fait la faute avant de savoir? Ouais. Et c'est bête. Oui, puis on a tous des tics aussi d'écriture qui font qu'en fait, on fera des fautes un peu toute notre vie sur les mêmes règles. Et, moi, c'est les verbes avoir. Conjugué avec le verbe avoir. Mais quel enfer! À ça a suivi le programme d'examen Voltaire. Donc, l'année dernière, à cette heure-là, on était à fond en train de potasser les règles. Les verbes, tous les types de verbes, le type d'expression de la langue, et même ne serait-ce que les noms communs. Comment les écrire, les lettres majuscules au début, à quel moment, par exemple, sur un nom de poème, Le Petit Chaperon Rouge, est-ce qu'on met... les majuscules. Ouais. Monsieur, pas MR, s'il vous plaît. C'est ça. L'écriture des chiffres. Enfin, 572, ou mettre des S ou pas. Oui, 1000, où est-ce qu'on met des S Exactement. Et c'est quelque chose qui... aujourd'hui, on réapprend à écrire sans faire de fautes, alors qu'on est censé l'avoir appris à l'école. Oui, c'est ça. Et encore, il y a... Moi, ce qui me fait rire, c'est les gens qui pensent parce qu'on est rédacteur, demain, je peux aider la fille de quelqu'un qui est en 3e à savoir ce que c'est un COD. Ouais. Mais non, en fait... c'est comme quand on bosse dans une boîte et qu'on est community manager. Community manager, on va nous demander de réparer aussi un logiciel. Hein. Oui, dès que tu touches à un ordinateur... C'est ça. C'est le métier Internet. C'est certaines personnes. Tu touches à l'Internet. C'est bon. Et donc, toi, quand par exemple ta grand-mère
si tu as dû lui expliquer ce que tu faisais, tu avais une technique, tu as trouvé des techniques infaillibles pour... Alors, j'essaye de dire que je crée du contenu. En fait, je pars d'une idée pour en faire un vrai contenu qui aide les gens et en même temps qui fait qu'on voit l'entreprise. En fait, ce côté notoriété aussi. Et je pense que ça parle parce que, en fait, tu as les deux pans de la rédaction qui est l'optimisation pour être visible, mais en même temps, il faut que ça réponde à une question. Sinon, ton contenu... Déjà, si t'es pas visible, ton contenu, tu l'as fait, il sert à rien. Malheureusement, il n'est pas vu. Mais si tu réponds pas à une question, il sert à rien non plus. Donc, en fait, tu as ces deux trucs-là. C'est vraiment, on part d'une idée et on crée tout un contenu pour répondre à une question pour les gens et tout en faisant connaître l'entreprise. Ok. J'essaye à peu près... Non, mais je vais prendre exemple. C'est une bonne manière, une bonne entrée en matière pour éviter de rentrer dans le sujet Internet aussi. C'est ça. Pour quelqu'un qui n'est pas forcément adepte de l'outil, qui ne va pas tous les jours sur Google et qui ne cherche pas des données. Voilà. Et en fait, même quand on recherche, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière, à moins de travailler dedans. Parce qu'en fait, une page de vente, déjà, il y a plein d'entreprises qui se disent non, mais travailler mon texte d'une page de vente, ça sert à rien. Les gens viennent chercher mon produit et puis basta, personne va le lire. Ah oui, personne va le lire, mais personne va te connaître non plus parce que ça remontera pas. Les clients vont penser que le texte, il va servir à être lu, mais pas du... Enfin, c'est pas du tout, hein. Le concept, c'est quand même qu'il soit lu. S'il est lu, c'est génial. C'est ça. Mais c'est pas l'objectif de base. C'est ça. Après, il y a tout ce qui est FAQ qui est vachement plus utile et qui est encore pas assez utilisé, je trouve. Parce que les gens vont avoir tendance à dire, mais si un client a une question, il viendra me la poser. Spoiler, pas du tout. Oups. Non. Non, et moi, la première, si je trouve pas une réponse sur un site, bien souvent, en fait, je me prends pas la peine de faire un mail ou quoi que ce soit. Sur le chatbot. C'est ça. Et juste de répondre à une question, des fois, ça paraît limpide pour les gens qui sont dedans. Et le fait que nous, on soit extérieurs à la plupart des organisations pour lesquelles on travaille, en fait, on a peut-être les problématiques des clients et ça peut être clair pour ta boîte, mais c'est pas clair du tout pour les gens. C'est ça. Et je trouve que c'est intéressant d'être extérieur à ce niveau-là. Je pense que c'est ça l'intérêt aussi des fois de pas être hyper renseigné sur un domaine. Voilà, tu parles par exemple, exemple type, ça peut être les voitures. Moi, je m'y connais très peu en automobile à l'origine. J'ai été confrontée à écrire à ce sujet-là et je pense que j'ai réussi à trouver déjà des petites failles, des petites choses dans ce domaine-là quand j'écrivais, en me disant tiens, ça, pourquoi c'est écrit comme ça alors que même que personne ne le comprend. Et quand on est effectivement extérieur, qu'on est novice, je pense qu'on apporte aussi beaucoup de choses. Et du coup, tous les outils comme ça, type FAQ, des outils, des réflexes d'écriture pour essayer de répondre aux questions, je pense que ça nous permet aussi d'enrichir beaucoup le contenu. Puis on vulgarise vachement, parce qu'on ne comprend pas nous-mêmes de base. La question de base, à quoi ça sert? C'est ça. Et en fait, la plupart du temps, les questions qui vont revenir sur les PA, sur Google, ça va être ça sert à quoi un couteau à enduire, par exemple, je sais pas. Mais... Et on part de ce principe-là, et je pense que tu as raison, c'est bien de pouvoir aussi partir de la base. Surtout maintenant, tout est accessible à tout le monde. Même un site qui est pour les pros, ça peut être... ton site, il est accessible à tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de fois des gens qui me disaient non, mais on n'a pas besoin de faire du contenu SEO. Les gens, c'est le bouche à oreille, c'est machin. Ok, mais si très bien. Pour moi, si tu as un site avec un call to action, donc c'est-à-dire qu'on peut faire une action, que ce soit demander un devis, poser une question, faire un achat, mais optimise-le, t'as mis de l'argent dans ton site. Ça te coûte quoi de faire des textes qui vont te servir sur des années peut-être? Surtout quand il y a une bonne base en fait. On part gagnant, donc autant aller jusqu'au bout. Exactement. Mais des gens ne voient pas l'intérêt de ça. Et ça m'est déjà arrivé du coup de parler à une entreprise de ça, donc qui était très
fait, c'était elle travaillait avec des vignerons. Et c'est vrai que dans tout ce qui est champagne et tout, c'est un peu old fashion, c'est-à-dire Oui, que... mais c'est l'ancienne école, Voilà. la tradition. Sauf que déjà, la nouvelle génération arrive et ces réseaux sociaux à fond, c'est des sites et des sites canons. En plus, il y en a beaucoup qui ont des clairement. très beaux sites. Et j'étais là, mais à partir du moment où vous avez un site internet, déjà, moi, je fais une recherche, je regarde un peu, je vous trouve pas sur les 3 premières pages. Alors 30 que... résultats, quoi. Ouais, alors que... Il y a 30 entreprises qui passent avant toi. c'est ça. Et c'est des domaines tellement petits. Il n'y a pas 150 concurrents, quoi. Je veux dire, Justement, c'est d'autant dans plus la facile région. en soi si on travaille la chose d'être... C'est ça. Et ils prennent pas le parti pris. Et en fait, après, tu te retrouves en retard. Et avec un retard à récupérer. Et à ce niveau-là, je trouve ça très compliqué. Ouais. Oui, parce qu'il y a peut-être peu de concurrence, mais c'est un marché de niche, entre guillemets, très local, où justement, beaucoup ont à peu près la même valorisation. C'est ça, oui. Et du coup, il faut pouvoir... et comme tu le disais, il y a beaucoup de clients n'en voient pas l'intérêt. Donc, avant même de se faire comprendre auprès de nos proches, je crois que le plus gros du travail, c'est d'essayer de convaincre un client Ah oui. qu'il y a l'intérêt derrière le... Moi, j'essaye d'expliquer ça un peu simplement. En fait, je dis, c'est un peu comme tout le monde sait faire des pâtes. Ouais. Voilà. Mais c'est pas parce que tu sais faire cuire des pâtes que tu sais faire de bonnes pâtes. Ouais. Et que les gens vont venir manger chez toi. Oui, parce que al dente, tout le monde n'aime pas non plus. En plus. Non, mais c'est en fait, nous, on est un peu comme un chef cuisinier, c'est-à-dire qu'on va faire des pâtes et on va mettre des ingrédients de qualité, on va savoir faire. Voilà. Ouais. En fait, on sait faire et on sait utiliser les bons ingrédients pour faire une bonne recette. Ouais. Et tu peux avoir les bons ingrédients et la recette sans réussir à le faire. Hein. Alors, en fait, il faut que tu t'invites chez eux pour leur faire des pâtes et puis après, ils comprennent. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est, tu vois, j'adore la cuisine, moi. Je suis très gourmande, ça se voit très peu. On est très gourmand ici chez Sonon, donc il n'y a pas de souci. Je pense que... Mais tu vois, c'est comme faire des macarons. Ouais. En fait, sur le papier, c'est très simple. Hein. Mais alors, c'est pas simple, le macaron. Oui, mais sur le papier. Oui. Tu vois, en fait, c'est comme dire, bah, tu vois, t'as la recette. Voilà. Débrouille-toi. Voici les ingrédients et la recette et débrouille-toi. Mais moi, j'en fais des macarons. Et combien j'en ai raté avant de faire avec une belle collerette. Et des fois, ça rate encore. Tu sais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'on va moins juger le travail d'un pâtissier. On va savoir ce que c'est compliqué. Voilà. Clairement, on va dire, ah, ben, les macarons, quand même, voilà, la durée, etc. C'est ça. Et là... que quand on dit, ta PLP, ah oui, non, attention, il faut quand même qu'elle soit bien écrite, qu'il y ait tel chapeautin. C'est pas pareil. C'est vrai. Et pourtant, t'as toujours, avant d'y arriver, t'as quand même un sacré travail. Hein. Et avant, je pense que moi, des fois, ça m'est arrivé de retomber sur des pages que j'ai faites il y a peut-être 4-5 ans et je me dis, oh, il y a du progrès. Il y a du progrès. Et c'était pas mauvais, mais tu sens qu'il y a du progrès et qu'il y a de l'expérience qui s'acquiert. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas le faire comme ça. Parce que toi, tu as commencé il y a combien de temps à écrire 2019. Oui, donc ça fait 5 ans. Ok. Et donc, moi, je faisais de la communication avant de faire de la rédaction. Et du coup, je sortais d'études. Donc, tu as ce côté très scolaire. Et j'ai jamais été très bonne en disserte et tout, parce que moi... parler pour parler, surtout à l'écrit, je voyais pas l'intérêt de faire 4 pages. Oui, en plus, pour le coup, les dissertations, c'était vraiment écrire pour écrire, avec des phrases à rallonge, ce qui est un peu à l'inverse de notre... Exactement, nous, faut aller court, faut que ce soit bien lisible et tout. Du coup, j'ai appris quand même des tournures de phrases, des choses, et puis à écrire correctement, plus que ce qu'on pouvait faire avant. Mais... Par contre, du coup, je me suis bien retrouvée en rédaction parce que je me suis dit, moi, les trucs, moi, faut aller à l'essentiel. Ouais. Les trucs à rallonge, ça me saoule. Ouais, moi, c'était plus facile pour moi dans ce sens-là que l'inverse. Je pense comme toi que cette éthique de parole-là, comme ça, c'est très c'est très lié aussi aux cours de français, à la littérature, ou quand on pousse à faire des longues études de français. Où en fait on se rend compte qu'aujourd'hui quand un lecteur sur un site passe 2 minutes, après il switch parce qu'on a marre. Donc voilà, on est un peu sur le... C'est très bien pour tout ce qui est plan, faire un plan, en fait, savoir structurer ses idées. Mais après, quand on est trop scolaire, même dans la vie professionnelle, c'est super dur. C'est compliqué, faut avoir ce côté un peu créatif et
Non, on va aller droit au but, quoi. On n'a pas... Faut être créatif Voilà. tout en étant concis Oui, et sourcé et savoir cuire des pâtes. c'est ça. Voilà, la conclusion, c'est ça. Il faut savoir faire plein de choses. Et, et donc, quand on te pose la question, parce qu'on en a déjà parlé là, on va peut-être pas revenir dessus sur l'intelligence artificielle, parce que nous, ça revient quasiment à chaque podcast. Mais alors, Est-ce qu'on a peur est-ce que ton métier va mourir avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Si tu devais te projeter là d'ici 5 ans, Franchement, alors moi, ça va remplacer l'humain. je trouve que c'est problématique là tout de suite, mais que en fait, on aura une plus-value dans quelques années. Mais là, c'est problématique parce que, et surtout, là, par exemple, moi, je vais parler plutôt de la communication en général. Ouais. C'est que là, le marché, c'est un enfer, le marché. C'est faire comprendre qu'en tant qu'humain, tu as une plus-value. Ouais. Sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les stagiaires et les alternants. Je suis désolée pour vous. Non, mais en fait, Coucou les stagiaires. c'est ça. Moi, ça me fait de la peine pour eux aussi et ça dévalorise notre marché. C'est qu'on est des métiers où les gens pensent que tout le monde peut le faire et qu'il n'y a pas besoin d'expérience pour y arriver. Et aujourd'hui, en plus, tout le monde s'en sert. Et il y a eu, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, des entreprises aux États-Unis qui ont viré 40% de leur boîte. Et là, on se disait, ah là, c'est réaction à chaud, ça va se passer comme ça au début, comme tu disais. Donc, c'est aujourd'hui que là, c'est un peu problématique. Ouais, moi, je trouve que le marché est très compliqué. Je veux dire, tu vas sur LinkedIn ou sur n'importe quel truc d'emploi, t'as que des stages, des alternants. J'ai quand même vu un poste de directeur marketing en alternance. Ah oui, quand tu vois Mais moi, ça me fait peur. en stagiaire, Mais oui, non, mais... Et je me dis, mais même, en fait, du coup, on veut plus de... C'est soit il faut des seniors, soit il faut des juniors. Il n'y a plus ce truc d'entre-deux. Et tu te dis quand même que ce sont des futurs juniors qui déjà ne seront pas pris dans l'entreprise parce que la crise un peu actuelle fait que on va les dégager, on leur proposera pas de boulot. Turnover d'alternants, d'alternants. Donc, ils vont jamais avoir été suivis par des vrais professionnels et vraiment, on va pas leur apprendre un truc, ils vont être lâchés dans la nature. Du coup, en fait, je pense qu'on est en train de détruire une génération entière de communicants, rédacteurs, peu importe, de ces gens-là, qui vont se retrouver sans expérience, sans emploi derrière. Et dans 5 ans, on va se retrouver avec quoi? En fait, tu vas embaucher qui? Ouais, c'est ça. En fait, au lieu de proposer aux stagiaires alternants d'être formés aux outils et pas remplacer les jobs par des... C'est ça. En fait, je pense qu'on prend les choses un petit peu à l'envers. Oui. Parce que je pense que c'est arrivé trop vite et trop intense. Enfin, c'est arrivé de manière trop intense, trop vite. Et du coup, quand un outil vient trop vite sur le marché, il n'est pas bien utilisé. Et je pense que, comme tu dis, c'est bâcler un petit peu et maintenant, le potentiel. Dans les fiches de poste, maintenant, c'est presque une obligation de savoir utiliser l'intelligence artificielle. Ouais. Genre, ton cerveau ne te sert plus à rien, quoi. C'est pour ça qu'ils prennent beaucoup d'alternants et de stagiaires. C'est lui, il va s'aider de l'intelligence artificielle et c'est bon, quoi. Et il fait un job de responsable. Ouais, mais ça aussi, c'est pareil. Les dénominations de postes responsables... Oui. T'es responsable t'es alternant, t'es responsable de stagiaire. Ouais. Non, mais c'est logique. Et voilà, mais moi, ça me fait peur et ça m'énerve. C'est que vraiment, il y a toute une génération qui va se retrouver sur le carreau parce qu'ils vont pas avoir une vraie expérience. Ouais. Et ils vont se retrouver, et derrière, tu leur vends du rêve, et en fait, ils vont se retrouver avec rien du tout. Ouais. Et dans 5 ans, quand on en reviendra de ça, et qu'il y aura peut-être encore de nouveaux budgets, et même en tant qu'indé ou d'agence, c'est compliqué de faire comprendre ça aux entreprises. Hein. C'est ça. Une fois qu'il y aura du recul là-dessus, je pense que ce sera peut-être plus facile aussi avec les chiffres ou avec les statistiques de dire voilà, ce qui s'est passé, il y a eu tel problème à tel moment, à cause de quoi, peut-être à cause de ça. Mais tant que là, on n'a pas pris assez de recul. C'est ça. Et sauf que quand tu as pris du recul, c'est trop tard. Ouais. Et là, en plus, tous les sites internet et toutes les plateformes se mettent à développer leurs propres solutions IA. Pas ou peu efficaces, ou efficaces, mais dans tous les cas, c'est un peu le truc à faire hein, parce que c'est tendance. Parce que voilà, il faut avoir. Puis maintenant, tu as des subventions et tout quand tu fais tous ces genres de trucs. C'est vrai que. En fait, ça pousse tellement à le faire. Et moi, je trouve... Pourtant, en soi, ça me fait... C'est pas tant l'intelligence artificielle qui me fait peur, parce que
ça remplace pas un humain et on a beau dire ce qu'on veut. Et de toute façon, à un moment donné, je veux dire, si l'intelligence artificielle fait tout, les gens ne gagneront plus d'argent. Tu ne pourras plus consommer. En fait, à un moment, et les riches veulent être riches par rapport aux autres. Donc, ça n'a aucun intérêt à ce qu'on ne fasse plus rien. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, là, les dernières mises à jour Google aussi ont parlé. C'est-à-dire que le contenu doit être quand même le plus authentique possible. Voilà. Et ça, il y a assez d'algorithmes aujourd'hui qui détectent l'artificiel et qui permettent de faire la différence entre un contenu humain ou pas. Et voilà. Les majuscules à tous les mots dans les titres, on voit. Le mot crucial, au revoir. Non, mais voilà, je pense que voilà, il faut le rappeler, le dire. Il n'y a pas de finalité en ça va être pénalisé à un moment. Ça peut pas être autrement. Ça se voit tellement trop, les gens qui sortent pile un contenu comme ça sans repasser dessus. Ouais. Je veux dire, ok, pour les petites entreprises, t'as pas les moyens, tu t'en aides, mais tu t'en aides. Ouais. Là, en fait, voilà, je trouve que ça me fait pas peur sur les métiers. Par contre, ça me fait peur sur la concurrence sur le marché, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on dévalorise nos métiers, mais vraiment beaucoup. Ouais, et en fait, c'est plus compliqué aujourd'hui ça va être un service haut de gamme. Ouais. En fait, la rédaction, ça va être les grosses entreprises qui ont compris l'enjeu. Et tu vas avoir toute une vague qui vont se retrouver sur le carreau. Et ce sera trop tard quand tu t'en rends compte, quoi. Oui, donc là encore aujourd'hui, je pense que ça reste... au final, ça légitime quand même le métier, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, en fait, tu le fais toi-même, ça va être vu comme un produit haut de gamme. Ouais. Un service. Comme le champagne. Oui, c'est ça. Qui est taxé. Très taxé bientôt. Voilà, c'est ça. On va dire que la rédaction ne sera plus un métier difficile à expliquer, mais difficile à acquérir. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Rien, c'est pas plus mal. Non, mais voilà, après, ça va faire le tri aussi dans les talents, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent rédacteurs ou même communicants, et quand on voit ce qu'ils font, voilà. Voilà, c'est toujours facile de se donner une casquette. Oui, c'est ça. Et moi, ce qui me fait rire, c'est souvent des experts. Oui. Nous, on n'ose pas dire « je suis expert ». C'est vrai. Et moi, je ne dis pas « je suis expert ». Et pourtant, je sais faire... En fait, vraiment, je sais faire mon travail sans avoir la grosse tête. Ouais. On sait le faire. Mais par pudeur ou parce que, je sais pas, on se dit pas expert. Mais parfois, c'est aussi une façon de se vendre. Je pense que pour certaines personnes, peut-être qui sont un peu plus novices aussi, c'est pour se donner de la valeur auprès des entreprises. Et parfois, c'est peut-être pas très malin. Mais c'est surtout super déceptif. Et oui, complètement. Et c'est surtout des gens qui se vendent très cher, bien souvent. Ouais. Et... Ouais, je dis pas que je sais chanter, hein. Du coup, je dis pas, ça va. Mais effectivement, je pense qu'il y a un peu ce côté-là aujourd'hui. On sait tout faire quand tu les écoutes. C'est ça. Même parfois sur LinkedIn, on voit des présentations. Waouh! En 2 ans d'études. Incroyable. Beaucoup de choses. Mais donc, je voulais qu'on termine progressivement sur cette question-là de production de contenu à l'avenir. Est-ce que toi, tu te projettes, est-ce que tu projettes quelque chose en 5 ans sur ton métier? Comment il aura évolué, tu penses, avec tous les outils qu'il y a? Je pense qu'après, on va plus être... si l'intelligence artificielle se développe beaucoup et produit du contenu de qualité et qui est plus authentique, je pense qu'on va être plus sur du conseil, en fait. Et du coup, va falloir plus être juste rédacteur, mais être concepteur. Ouais. Vraiment, ce côté... Parce que c'est ça qui a le plus de valeur ajoutée aussi. Et moi, je trouve c'est malheureux parce que c'est vrai que ça prend... En fait, rédiger, ça prend un temps énorme et c'est pas valorisé tant que ça. Non, alors que le travail qui est autour, la stratégie, finalement, est la plus importante. C'est ça. Et c'est là que tu factures le plus. Et voilà, c'est comme la communication. Je veux dire, c'est la stratégie qui va avoir la plus grosse plus-value. Mais en fait, c'est comme dans tous les métiers. Ouais, c'est ça. C'est les petites mains qui sont... Sans eux, il n'y a rien. Mais en même temps, c'est pas valorisé. Alors que tout ce qui est stratégique et qui demande plus de réflexion, c'est ça qui va prendre le plus de valeur. Et je pense que tu as raison, du coup, ça revient un peu à ce que tu disais par rapport au fait que ça deviendra de plus en plus légitime pour les grosses entreprises de pouvoir avoir un guide, une stratégie très avancée et en mettant du coup le petit contenu, enfin le contenu produit
pas dans les mains des agences, mais plus en interne. C'est ça, voilà. Campagne. Alors, dire, il faut faire ça. Après, tu as tout ce qui est formation aussi, parce que du coup, tu peux former les gens en interne. Parce que ce qui est... Tu vois, des gens qui ont de l'expérience, ils vont pas forcément retourner sur les bancs de l'école, tu peux les former. Tout ça, ça va prendre, je pense, de l'ampleur. Ça en prend déjà beaucoup, la formation, ça en prend, mais justement, c'est noyé pour l'instant. Tu as beaucoup de formations de tout et n'importe quoi. Hein. C'est ça, surtout dans la partie privée des écoles. Oui, c'est ça. Qui forment les jeunes. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est les formateurs en école qui font que de la formation. Mais du coup, qui n'ont pas de clients en pratique. Voilà, c'est ça. C'est comme ceux qui vont te dire ouais, je vais te faire devenir un pro de LinkedIn et qui ont 300 abonnés, quoi. C'est un peu le même délire. Voilà, Je sais pas pourquoi je vois là de quel profil tu parles. Et tous ceux qui disent qui sont H24 sur les réseaux et qui te vendent des trucs business. Ouais. Peut-être que si tu as tant de temps à passer sur LinkedIn, c'est que ton business, c'est pas ça. Moi, j'ai pas le temps de faire trop de posts non plus. À un moment, les journées sont pas à rallonge, quoi. Mais je pense que ces personnes-là ont elles-mêmes été formées par des personnes. Voilà, c'est ça. C'est dans ce cas de figure-là de prendre des photos d'elles toute la journée en disant voilà, j'accompagne les entreprises dans leur rédaction sur LinkedIn. C'est ça, mais maintenant, c'est un peu la société, c'est un peu le paraître. Et on voit moins... en fait, si tu parles pas de toi, c'est que tu n'existes pas. Ouais. Moi, perso, je mais est-ce qu'il y a besoin d'être un personnage? Il y a besoin d'être une personne. C'est ça. Et maintenant, c'est vrai que beaucoup, il y en a besoin, j'ai l'impression. Ça changera à un moment, puisque derrière, quand tu n'as pas l'expertise, ça se voit une fois, deux fois. Et voilà. Le résultat est là après. C'est ça. Ok. Je me demandais, est-ce que on pose souvent la question lors des podcasts, est-ce que tu as une référence bibliographique, un livre à nous partager? Je vais prendre parce que je n'ai jamais le titre. C'est La publicité scientifique, les enseignements du maître de copywriting, de publicité et du marketing de Claude Hopkins. C'est un tout petit nom. Voilà, absolument. C'est très simple à retenir. Et du coup, tu l'as lu ce livre? En fait, j'ai lu il y a quelques années et c'est un peu sur la rédaction scientifique et vraiment, en fait, faire passer à l'action et tu as tout ce côté copywriting et publicité. Je trouve que c'est le plus dur. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup rédigé des choses différentes. Donc, tu rédiges des posts pour les réseaux sociaux, c'est une façon d'écrire. Ouais. Tu rédiges des articles, des pages de vente, c'est une autre façon d'écrire. Tu rédiges de la pub. Moi, ça a été mon exercice le plus compliqué. Les pubs Google Ads, tu as tant de caractères, il ne faut pas dépasser, il faut que ça puisse cliquer. En plus, maintenant, tout est interchangeable. Ouais. C'est-à-dire que tous les textes doivent pouvoir aller les uns avec les autres. Ouais. C'est un enfer. Ouais. Et à la fois, donc, il faut être le plus court possible avec le maximum d'informations c'est ça. intérieures. Et puis, c'est un peu comme des méta-descriptions, en fait. Absolument. Le sujet, c'est... on croit que c'est facile à faire, et donc, du coup, parce que c'est court, mais pas du tout. C'est là très compliqué. Le potentiel de... Et c'est là où un mot change tout. Et c'est terrible. Ça peut aller très bien, comme ça peut te plomber ta publicité. C'est vrai que c'est le plus compliqué et ça parle beaucoup de ça et de comment il a réussi à faire des trucs super impactants. Ouais. Donc moi, j'avais trouvé ça très intéressant. Mais après, c'est vrai que on en parlait dans la journée, c'est que moi, en fait, c'est comme tout. C'est comme, tu vois, je te disais, je suis très peu sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on en mange tellement toute la journée que moi, c'est bon, voilà. Donc, je lis très peu de choses sur nos métiers. Je vais plus me former. Par exemple, la dernière formation que j'ai faite, c'était sur le RGPD. Ouais. Et je trouve que c'est une notion qu'on n'a pas assez et qu'on n'apprend pas assez. J'ai appris plein de choses. Par exemple, si on te demande à l'école de ton enfant, c'est quoi? C'est la carte vitale. Ils n'ont pas le droit de te demander ton numéro de sécu. Ok. C'est bête, voilà, c'est des trucs. Et en fait, ça fait réfléchir à plein de choses. Et notamment sur Internet, sur les cookies, l'acceptation des données, etc. Un programme de fidélité ne devrait pas avoir à demander ta date de naissance. Alors que parfois, ils demandent tous. Les supermarchés vont te demander ton adresse mail. Et c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut savoir. Et surtout que c'est obligatoire. Et ça ne devrait pas être obligatoire. Et en fait, c'est des choses, c'est vrai que ça fait réfléchir et après, on s'en sert plus ou moins. Mais en tout cas,
Bon, dans le domaine du digital, on s'en sert toujours. Moi, je suis plus à faire des formations. Je refais Google Ads, toutes ces choses, parce que ça change tellement souvent. C'est terrible, Facebook. Oui, mais c'est ça aussi, ça fait partie des gros challenges de notre travail, c'est qu'on doit tous les jours se Faut être en former et veille, faire de la tout le veille, temps. c'est ça. Les nouveaux outils. C'est ça. C'est vrai qu'en fait, on en fait tellement au quotidien que moi, la lecture, je le garde pour un plaisir, quoi. Eh ben, écoute, je pense que tu as bien raison au moins de sortir la tête aussi des réseaux. Et je crois que je pense que ça m'a bien aidé, cet épisode. J'espère. Pour essayer d'avoir un regard extérieur, parce que des fois, on est trop la tête dans le guidon, comme on dit. C'est vrai. Et c'est très utile. Est-ce que tu avais d'autres messages à faire passer à ces sujets-là, Amélie? Si les gens voient pas votre valeur, c'est pas que vous n'en avez pas. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup frustrée. C'est en fait de me prendre des portes. Ouais. Et non, on n'en a pas besoin. Mais en fait, c'est pas que les gens n'en ont pas besoin, c'est qu'ils voient pas la valeur. Et c'est pas pour ça que vous n'en avez pas, clairement. Croyant. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Une étoile. Et c'est important à dire. Et je pense qu'après, là, le marché est favorable pour très peu de monde. Donc, de pas se décourager. Ça, on est tous un petit peu au fait. Donc, on se revoit dans quelques années pour en reparler. Croyez en votre bonne étoile. Et, voilà. Et je pense que c'est des cycles. Et quand on est bon, après, les opportunités se rouvrent. C'est pas parce qu'on n'en a pas maintenant qu'on est mauvais. Hein. Lisez, écrivez. C'est ça. Prenez du temps pour prendre du recul aussi. Et faites des trucs qui vous font kiffer, parce que quand on fait de la rédaction, peu importe, sur des sujets qu'on choisit pas, je pense qu'à un moment, il faut se dire aussi, je fais un projet moi. Ouais. Un projet qui me fait kiffer, parce que sinon, on s'en dégoûte presque. Ouais. C'est... quand on fait 20, 30, 40 pages de vente sur un sujet, on n'en peut plus. C'est-à-dire qu'on ne veut plus en voir et en entendre parler. Hein. C'est ça. Alors même que quand on est à sa première page, on est hyper motivé. Oh Dieu, ça très créatif. Quand le collègue qui dit tiens, tu t'en fais un peu parce que moi j'en peux plus. Non mais ça va, tranquille, c'est bien ce sujet-là. Au bout d'un moment, c'est bon quoi. En fait, le cerveau humain a besoin aussi de changement et puis de se ressourcer et de s'enrichir autrement. Tu as bien raison, Amélie. Et je terminais aussi sur ta superbe citation qui est de apprendre à cuisiner des pâtes, faire comprendre notre métier. Des bonnes pâtes, surtout. Des bonnes pâtes et pas juste des pâtes. Donc, merci beaucoup, Amélie. Merci à toi de m'avoir reçue. J'espère que ça aidera des gens. Et à très bientôt sur Internet. Oui. Et en vrai. Et en vrai. Parce que c'est toujours bien le présentiel. Tout à fait.